Bonjour à tous. Donc je suis Christophe Geoffrey. La session qui est ici titrée en anglais, l'idée c'est de vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec un cluster cube quand on n'a pas ou peu accès à Internet. Donc moi, Christophe Geoffrey, aujourd'hui je suis architecte dans une société qui s'appelle Nutanix. Nutanix, c'est un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans tout ce qui est plateforme de type cloud et hyper convergé. Et donc on propose tout un tas d'offres de services autour de ces plateformes-là. La partie cube, c'est une partie importante. Moi, je travaille dans la BU produit, je travaille uniquement sur la partie cube. Donc, je suis un architecte qui définit un petit peu toutes les solutions qu'on va proposer autour de cube. L'idée de cette présentation, c'est de reprendre un petit peu toutes les problématiques que j'ai pu voir chez pas mal de clients et surtout d'apporter des tips, des astuces, des outils qui vont vous permettre de vous aider à vous en sortir. La problématique de départ, c'est que je pense que dans la salle, je ne vais pas faire le questionnaire genre est-ce que vous avez déjà utilisé Docker ou Kubernetes? J'espère que la majorité des personnes vont répondre oui. Vous avez déjà fait une commande comme ça, Docker Pool, un container, ça va super vite, downloading, au bout de quelques secondes, hop, ça marche, il est lancé. Si on fait la même chose sur Kubernetes, créate un déploiement, prend une image, c'est magique, ça arrive très très vite, etc. Et très rapidement, l'image elle est récupérée et le pod il est exécuté. Alors pourquoi, comment ça se passe tout ça? Je pense que vous le savez. Il y a quelque chose qui s'appelle les registries de containers. Les registries de containers, c'est une sorte de bibliothèque où on vient stocker nos containers. C'est un peu un serveur de fichiers spécialisé pour distribuer des containers. Il y en a un certain nombre qui sont connus. La plus connue, l'historique, c'est Docker avec son Docker Hub. On va retrouver aussi des choses comme chez Google, chez Red Hat avec Quay, chez Amazon. Il y en a tout un tas aujourd'hui qui sont disponibles chez GitLab, GitHub. Ils ont maintenant un peu tous. Et en fonction des containers que vous utilisez, quand vous prenez des containers qui sont développés par des tierces parties, et on va prendre des containers qui sont développés, je pense qu'on l'a entendu un certain nombre de fois aujourd'hui, par les gens qui maîtrisent leurs applications. On ne va pas prendre le container de n'importe qui, mais bon, dans tous les cas, ils sont en général distribués sur une ou deux registries qui vous sont données dans la documentation et que vous suivez. Ça, c'est magique. C'est magique dans le monde d'aujourd'hui parce que c'est vrai qu'Internet, c'est en général présent partout. Vous êtes chez vous, vous faites un test. Dans les entreprises, en général, quand vous êtes fournisseur de services, ça marche aussi relativement bien. Les clients, la vie en entreprise, c'est souvent assez différent. Et ce genre de choses-là, c'est en général la première raison pour laquelle les clients ils appellent leur fournisseur. J'ai installé Cube, je lance ma première image et je ne comprends pas, ça ne marche pas. On regarde rapidement dans le describe d'un container et on voit ce fameux message. Erreur, image, pool. Je pense que vous l'avez tous déjà vu au moins une fois. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? En entreprise, malheureusement, la vie est un petit peu différente et on va retrouver un certain nombre de situations. Alors, je les ai regroupées en trois grandes catégories, ces situations-là. La première, c'est quand l'accès au réseau est limité. Alors limité, ça peut vouloir dire plein de choses. C'est les aficionados de la sécurité ont mis des règles en place pour votre propre protection, c'est bien sûr la première raison, mais souvent ça a un petit peu des effets de bord, donc ça peut commencer à poser des problèmes. Ils viennent faire du filtrage en fonction des destinations, ils vont regarder où vous allez, ce que vous faites, ils vont inspecter les flots, parfois ils vont même casser le chiffrement de vos flots pour regarder ce qu'il y a dedans, et ça va poser encore d'autres problèmes. On va avoir des proxys peut-être qui seront obligatoires à l'utilisation dans les entreprises pour pouvoir aussi accéder à Internet, s'authentifier sur les proxys, vous êtes peut-être coincé dans une DMZ pour sortir. Il y a tout un tas de situations qui sont en général, et j'espère, des pratiques relativement communes dans les entreprises, parce que malheureusement, la sécurité, ça touche un petit peu tout le monde. Et c'est vrai que souvent, ça peut être contraignant, mais on va voir aujourd'hui, on va essayer de vous montrer qu'il y a des méthodes qui permettent de gérer ça de manière quand même relativement simple, en particulier dans des clusters cubes, mais c'est le quotidien, en particulier chez les clients. Il y a souvent un décalage, moi j'ai remarqué, entre les fournisseurs de services et les clients. Les fournisseurs de services, ils ont tendance à travailler sur leur portable, chez eux, dans leur entreprise. Il n'y a pas trop ces règles-là. Je le vois même aussi, ne serait-ce que chez les éditeurs de logiciels. Nous, les premiers, très souvent, je vais voir les ingénieurs, je leur dis attention, vous n'avez pas implémenté ça. Comment vous gérez le proxy? Comment vous faites ceci? Comment vous faites cela? Très souvent, les développeurs, comme les équipes de service, elles ont des accès directs à Internet et elles n'ont pas ces habitudes-là. En entreprise, chez les clients finaux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant. Alors, première étape, quand on a ces règles de sécurité, il faut qu'on essaye d'identifier l'équipe de sécurité et vous demandez, OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous voulez? Donc il faut un peu identifier où se trouvent les images qu'on va vouloir récupérer. Le cas le plus pratique, le plus classique, c'est d'aller dans la documentation. Là, j'ai pris un extrait, par exemple, d'une documentation d'un de nos produits, d'une de nos distributions Cube. On vient lister plus ou moins bien les différentes destinations où vont être récupérés les containers. Alors ça peut être des containers qui sont de la communauté, donc on a des destinations qui ne sont pas spécifiques aux fournisseurs, ça peut être des destinations qui sont spécifiques aux fournisseurs de la solution, ça peut être relativement variable.
Quand on a de la chance, on peut aussi, en fonction des outils qu'on utilise, outils qui vont déployer les solutions, alors, ou dans ces cas-là, par exemple, je donnais l'exemple avec KubeADM ou le framework Cluster API, qui est là pour déployer des distributions Cube. Il y a des sous-commandes qui vous permettent de lister les images qui vont être utilisées. Donc c'est assez pratique, vous lancez la commande, vous avez la liste des images qui apparaît, et vous pouvez potentiellement demander à votre équipe de sécurité d'ouvrir les flux pour vous, ou alors de les télécharger depuis une machine qui a accès et de l'utiliser en accès direct. On verra ça un petit peu plus tard, tout à l'heure. Il y a quand même un piège, et qui est de plus en plus présent aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était moins flagrant. Vous aviez comme ça une URL d'une image. Il y avait parfois un wildcard dedans, hein, mais ça fonctionnait bien. Je prends l'exemple, par exemple, on veut récupérer l'image Cube API Server de la version 1.29.4. Si on regarde, en général, dans les documentations, ils vous disent l'accès, c'est S3, étoile, donc Astérix, potentiellement tout ce qu'on peut mettre derrière, .amazonaws.com. Donc là, vous allez voir votre équipe de sécurité, vous leur dites, ah, il faut m'ouvrir ça. En général, l'équipe de sécurité, elle va vous dire, l'étoile, là, c'est un peu trop large, quoi. Donc ils veulent des chemins qui sont relativement définis pour contrôler au maximum, parce que l'étoile, c'est vrai que c'est potentiellement tous les buckets S3 qui sont chez Amazon, c'est-à-dire un espace de stockage qui est quasiment infini. Il y a un petit outil que moi j'utilise, que je pousse les clients à utiliser, c'est un outil qui s'appelle Crane. Une petite commande, vous aurez accès aux slides, c'est pas facilement lisible, on l'a tous vu depuis ce matin au niveau des écrans. Une petite commande comme ça, Crane Pool, le nom de l'image, on redirige ça, on fait un petit grep pour filtrer un petit peu, et ça nous permet de voir ce qui se passe derrière, parce qu'une image comme ça qui est stockée sur registry.k8s.io, en fin de compte, pour les gens qui connaissent un petit peu l'histoire, la registry qui porte tous les projets K8s, elle a été changée il y a moins de 2 ans, et ils sont passés, parce qu'il commençait à y avoir une charge énorme sur cette registry, sur une distribution extrêmement large à l'échelle mondiale, portée par un certain nombre de registries secondaires derrière. Et ça, on ne le voit pas quand on n'a que l'URL. Mais en fait, il y a une redirection qui est faite tout de suite au niveau de la première connexion, et ça, globalement, en général, les équipes de sécurité, elles ne le voient pas et elles le filtrent. Donc avec un outil comme ça, juste une commande, ça vous permet de voir le point de départ, c'est registry, et on va voir qu'en fonction, en plus, une image, c'est décomposé en layers. Chaque layer peut être stocké potentiellement sur une registry différente. Là, au moins, on aura la liste, hein, on le voit un petit peu. J'en ai une, par exemple, qui est sur Europe West 9 Docker. La deuxième, elle est sur Prod Registry K8s. Alors, elles sont toutes les deux chez Amazon, mais au moins, j'ai l'URL complète. Donc c'est intéressant de les lister, on peut les donner plus facilement à l'équipe de sécurité. Une chose auquel il faut faire attention, quand vous faites ce listing-là, faites-le sur le même sous-réseau, potentiellement sur le même VLAN où le cluster tourne, et d'où le cluster viendra faire ses pools d'images. Parce que c'est des CDN, ces réseaux de distribution de contenu, et globalement, en fonction de l'endroit où on se trouve, on peut avoir une génération automatique d'URL qui va être différente. Là, l'exemple, je l'ai fait, j'étais chez moi, typiquement, ça me donne un lien Europe. Mon collègue en Asie fait la même chose, il aura un lien vers un bucket Amazon en Asie, ou peut-être même pas chez Amazon, mais chez quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes. Ça peut aussi, c'est moins rare, mais c'est pas non plus impossible, changer dans le temps. Imaginons qu'il y a trop de charges sur un bucket en particulier, sur une zone en particulier. Un fournisseur derrière peut décider d'éclater la charge sur plusieurs buckets différents, sur plusieurs sous-zones, en fonction des différentes règles ou en fonction de la charge ou même d'une indisponibilité. Donc ça peut être encore un petit peu compliqué. Ensuite, deuxième problème, les proxys. Donc les proxys, c'est quelque chose qui est assez courant. J'ai tendance à le voir quasiment partout chez les clients. Alors les proxys, quand on est utilisateur, hein, c'est pour toi celle-là. Quand on est utilisateur, c'est vrai que c'est relativement facile. Dans son système d'exploitation, on va dans les réglages ou de son browser, on rajoute le proxy, ça va bien. Quand on est sur un environnement Cube, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'il y a tout un tas de composants qui vont devoir l'utiliser. Le premier, c'est le moteur de container. Le moteur de container qui fait ce fameux pool d'images, il va être le premier à avoir besoin d'utiliser le proxy. On verra qu'après ça, il y a aussi les applications qui vont tourner dans les containers. En général, dans le monde Unix, consommer du proxy, ça passe à travers des variables d'environnement. C'est pas trop mal standardisé. Il y a 3 grandes variables d'environnement qui sont connues. Le seul problème, c'est que des fois, c'est en majuscule, des fois, c'est en minuscule. Ça dépend un peu des applications. Alors, des fois, il y en a qui font bien, elles gèrent les deux, avec une priorité. Et parfois, il y en a qui gèrent qu'une des deux. Dans tous les cas, là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va... Alors, ou votre distribution Cube va le gérer correctement, et peut-être qu'à l'installation, vous pourrez passer ce genre d'informations, proxy. Sinon, petite modification au niveau du service systemd qui fait tourner votre runtime. Donc là, l'exemple, c'est sur containerd. On va rajouter un petit drop-in. Donc en fait, on crée un fichier dans le sous-système de systemd dans lequel on va mettre juste les variables d'environnement qui définissent votre proxy avec les 3 variables d'environnement. Donc proxy pour les flux HTTP, proxy pour les flux HTTPS et
dans quel cas on ne veut pas utiliser le proxy, typiquement pour des flux qui devraient rester internes. On crée ce fichier-là, on redémarre juste systemd, il va le reconnaître, et quand on redémarre contenerd, il va passer ces variables d'environnement. Donc là, une fois qu'on a fait ça, c'est plutôt pas mal. Le runtime, il est capable d'aller chercher les images en passant par le proxy. Première victoire. Pour autant, une fois que vous lancez vos propres applications, les applications, elles tournent sans information particulière. Le runtime ne va pas passer ces variables d'environnement au container, c'est la règle, et elles se retrouvent dans la même problématique. Donc il va falloir aussi configurer les applications pour utiliser le proxy. Alors là, il y a plein de manières. La majorité des applications Unix, comme je disais, elles peuvent fonctionner avec ces variables d'environnement. Donc c'est pratique. Pour autant, vous allez toujours trouver une application quelconque qui ne fonctionnera pas avec les variables d'environnement et sur lequel il faudra venir configurer un fichier de configuration. Ça reste des cas à part, ça sera du cas par cas. Pour les variables d'environnement, il y a plusieurs manières. Vous pouvez prendre votre manifeste de définition de votre application. Vous allez dans la partie spec conteneur, environnement, et vous rajoutez vos 3 variables d'environnement. Pour faire un test, c'est pratique, mais quand vous avez 2500 pods, ça devient un petit peu plus compliqué. Conseil que je donne souvent, alors c'est un produit, j'en ai entendu un peu parler depuis ce matin, un produit qui est assez sympa, qui s'appelle Kyverno. Kyverno, c'est un moteur de policy pour Cube qui a 2 rôles principaux. Il est capable de faire de la validation de requêtes sur l'API K8s. Il est aussi capable de faire de la modification à la volée. Donc c'est assez intéressant. Ça utilise des mécanismes qui sont standards dans Cube. On parle des webhook validation et mutation, qui sont 2 concepts qui sont assez simples à mettre en place. Il suffit d'avoir un process qui vient se plugger sur ces webhooks et toutes les requêtes que vous allez faire à Cube passeront dans ce process annexe. Donc après, ce process peut décider d'analyser, de trier, de filtrer, de rediriger, voire même de modifier, comme peut le faire Kyverno. C'est super simple à installer, vous le voyez, hein, il y a un coup de Helm, il n'y a pas de configuration particulière, ça se plug automatiquement. Ce qui va être sympa, c'est qu'on va pouvoir écrire des policies qui vont permettre de définir des comportements. Et un avantage à Kyverno, c'est que c'est très spécifique à Cube, c'est vrai, mais ça utilise toute la syntaxe Cube dans la manière de définir les policies. Donc les policies sont des custom resources Cube. Et là, dans mon cas de figure, je fais une policy globale, donc c'est une cluster policy, hors namespace, elle va toucher tout ce qui se passe dans le cluster. C'est relativement simple à lire. Il y a une partie match, donc match, on va regarder toutes les ressources de type pod, donc tout pod qui va être demandé en création, en modification, quoi que ce soit au niveau de l'environnement va passer à travers cette policy-là, et je vais faire un patch dessus, et donc globalement, pour tous les containers, donc quel que soit le nom, j'ai un étoile là, je vais venir rajouter mes 3 variables d'environnement. Donc là, c'est génial, parce qu'à partir de ce moment-là, dès qu'on viendra créer un nouveau pod dans mon cluster cube, automatiquement, mes 3 variables d'environnement seront injectées. Donc c'est relativement pratique. Si on veut un peu plus de finesse, on peut aussi rajouter un selector au niveau de la partie match pour dire « Ok, je le fais sur les pods à condition qu'ils aient un label particulier. » Si vous voulez pouvoir vous dire « Tiens, il y a certains pods qui ont besoin du proxy, d'autres qui ne l'ont pas, je peux dire dans mon cas de figure, je n'injecte les variables d'environnement que si sur mon pod, j'ai un label qui est proxy égale inject. » C'est tout simple. On a rajouté 3 lignes dans la policy, mais ça commence à apporter beaucoup plus de souplesse parce que chaque utilisateur, chaque application pourra décider ou pas de le gérer correctement. Deuxième cas de figure. Donc là, on avait parlé des réseaux limités. On a un accès Internet, mais bon, il faut un peu suivre les règles, montrer patte blanche, utiliser des systèmes internes. Les clients les plus sérieux, la posture de sécurité la plus importante qu'on peut trouver, c'est le filtrage complet. C'est les environnements n'ont pas accès à Internet. Tous les gens qui bossent dans la sécurité, dans le militaire, dans la finance, etc., c'est quelque chose qui est assez courant. Donc l'Internet, il n'y a pas d'accès, c'est coupé, c'est tout simple. On est souvent enregistré sur ce qu'on fait, on peut peut-être même pas travailler directement sur l'environnement Cube, il faut passer par une machine intermédiaire sur laquelle vous êtes logué, enregistré, etc. Donc on arrive sur des contextes un petit peu plus compliqués. Alors pareil, très souvent, moi ce que je conseille, commencez déjà à regarder la documentation des produits que vous voulez utiliser. Alors, il y a des mots-clés, on parle beaucoup de air gap dans ces cas-là, fracture de l'air, hein. Globalement on a une lame d'air entre le réseau et l'extérieur, ou tout ce qui est no connection, no internet connection install, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les documentations. Dans le fond, la logique est relativement commune. L'idée, ça va être d'une manière ou d'une autre de récupérer les images de containers dont on va avoir besoin, de venir les pooler en local, de les stocker quelque part, et ensuite les mécanismes d'installation vont les réutiliser. Alors, le premier prérequis quand on va vouloir faire ça, c'est d'avoir une registrie locale.
C'est super important, ça paraît idiot, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va être obligatoire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clients il y a certains clients qui n'en ont pas parce qu'ils utilisent des solutions qui sont faites par des éditeurs tierces et donc l'image est fournie directement à travers la registrie. C'est, je pense, dans tous les cas, même si on n'a pas accès, même si on a accès à Internet, pardon, d'avoir une registrie locale parce que ça peut apporter beaucoup d'avantages en termes de vitesse de déploiement, en termes de sécurisation de ce qu'on veut déployer. On peut avoir beaucoup d'avantages. Il y a du choix, il y a du choix. Si on regarde le landscape de la CNCF, on a une bonne dizaine de registries qui sont présentes. Il y en a des complètement open source, il y en a qui sont un petit peu plus commerciales. Elles peuvent avoir des fonctionnalités différentes. Moi, je suis assez fan d'un produit qui s'appelle Arbor, qui est très très riche en termes de fonctionnalités et qui est relativement simple à mettre en place. Et en particulier dans Arbor, on va trouver des fonctionnalités qui vont faciliter la vie sur pas mal de configurations avancées, en particulier quand on n'a pas accès à Internet ou quand on a difficilement accès à Internet, typiquement des systèmes de réplication entre l'extérieur et l'intérieur qui seront assez pratiques. Ça, c'est le premier truc qu'on va pouvoir mettre en place. Alors, il y a deux cas de figure encore quand on n'a pas d'accès à Internet au niveau du cluster cube. On peut parfois, j'ai vu des clients, le cluster cube n'a pas accès à Internet, mais une registrie centrale qui va être dans une zone particulièrement sécurisée, elle a accès à Internet. Et les équipes de sécurité vont, dans cette registrie, configurer de la réplication et surtout du scan automatique des containers pour dire vous avez le droit de l'utiliser, mais vous ne pourrez récupérer que des containers qui sont green, c'est-à-dire que le scan doit passer, il ne doit y avoir aucune faille, et sinon, ce n'est pas possible. Gros intérêt de ça, c'est que via les mécanismes de réplication automatique d'Arbor, par exemple, vous allez devoir quand même faire du travail, on va le voir après, sur votre propre cluster cube pour utiliser cette registrie-là, mais au moins, vous pourrez la registrer pour accéder directement aux images. Le deuxième cas qui est un petit peu plus compliqué, c'est quand il n'y a vraiment pas le choix, tout est séparé. Là, il faut faire quelque chose qui va se faire en deux étapes. Il faut d'un côté être capable, depuis l'extérieur, de récupérer les images, les stocker quelque part, les amener à l'intérieur et les réinjecter dans la registrie locale. Donc ça peut être un petit peu plus compliqué. La partie machine intermédiaire qui est ici, elle peut prendre plusieurs formes. Il y a des gens qui ont la capacité de prendre un portable, de se brancher sur un réseau non sécurisé, de ramener des images et après de les injecter dans le réseau de sécurité, mais bon, c'est un petit peu limite. Donc il y a des règles qui sont propres à chacune des entreprises. Mais en fait, ça va surtout être quelque chose qui se fait souvent en deux temps. On récupère, on déplace et on réinjecte. Alors, il y a un outil que je conseille pour ça qui est pas mal, qui s'appelle Scopeo. Pareil, outil un petit peu couteau suisse quand on doit manipuler les containers. On l'installe, relativement simple. Et il y a deux commandes qui sont intéressantes. Il y a une commande qui s'appelle Scopeo Sync. On met une source, une destination. Première étape, source Docker, donc sous-entendu des registries externes, envoyé dans un directory, sous-entendu je vais le récupérer en local, je le mettrai sur une clé USB ou je l'amènerai d'une manière ou d'une autre après ou pas lui avoir fait passer des scans de sécurité en local. Dans tous les cas, il faudra qu'il y en ait dans la registrie interne. Et ensuite, la même commande inversée, source le directory, destination Docker de nouveau, mais dans une autre registrie. Cette fois-ci, la registrie interne. Dans tous les cas, les registries internes, dans ces cas-là, elles vont avoir des règles de sécurité qui sont importantes. Dès qu'on injecte les containers dedans, ils sont scannés et on ne peut les récupérer qu'une fois scannés. Une manière aussi, c'est que très souvent, ces containers peuvent aussi venir pas d'une registrie externe, mais directement du fournisseur, qui va vous les fournir d'une manière ou d'une autre. Maintenant qu'on a fait ça, on est content, on a tous nos containers qui sont sur la registrie interne, c'est bien, c'est pratique. Comment on va les utiliser? La méthode la plus simple, encore une fois, on prend le manifeste YAML de notre application. Vous connaissez, hein, image, deux points, il y a le nom de l'image. D'habitude, là, mon Nginx, il pointait vers l'extérieur. On va venir remplacer ma registrie locale, l'URL qui va bien, Nginx. Ça sera la destination dans laquelle on va copier l'image. Encore une fois, si on doit faire ça 2500 fois, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Autre méthode, il y a beaucoup d'applications Cube aujourd'hui qui s'installent à travers des manifestes, des chartes, Helm. Les chartes Helm, quand ils sont bien écrits, en général, ils permettent, à travers le moteur de templating, de venir modifier les images ou au moins la source des images. Donc on peut souvent, à travers des réglages de value, comme dans l'exemple ici, là je réinstalle Kyverno par exemple, on a un --7 image repository, donc là je mets le nom de ma registrie interne, mais souvent il faut le faire pour toutes les images que le chart Helm va utiliser. Il faut faire ça pour tous les charts Helm, donc ça peut être aussi un petit peu compliqué. Autre solution, comme on l'a fait
avec la partie des proxys, on peut réutiliser Kyverno. Kyverno, de la même manière, on fait une règle qui va venir matcher tous les pods de nouveau, qui va faire une mutation. Cette fois-ci, on ne vient pas rajouter des choses, on vient en modifier. Et pour chacune des images de chacun des containers, on va venir, là, il y a un regex. Le regex pourra un petit peu changer en fonction de l'arborescence de votre registry, mais globalement, on vient rajouter au début du regex le local registry, donc ce qui était Nginx se transformera en ma registry interne / Nginx, par exemple. Et donc ça permet, pareil, hein, on n'y pense pas au niveau de l'installation, du déploiement ou même du chart Helm. Peut-être que le chart Helm peut ne pas le gérer aussi, hein, ça arrive, s'il n'est pas parfaitement et correctement développé, mais au moins Kyverno prendra le relais. On peut aussi utiliser la méthode d'injection. Hein. Tout à l'heure, on rajoute un label supplémentaire. Il n'y a que les containers qui ont le label qui vont être capables d'avoir leur image pass qui va être transformée. Dernière étape, dernière solution, on va dire plutôt, qui peut être aussi intéressante. On a, alors ça, c'est à regarder au cas par cas en fonction du moteur de container que vous utilisez. Le plus commun, c'est Containerd. On retrouve des mécanismes un peu similaires avec Cryo. On a la capacité de venir configurer le runtime pour changer à la volée l'endroit où les containers vont être recherchés. Alors ça peut être fait de manière plus ou moins granulaire en fonction des moteurs de runtime. Là, je donne l'exemple avec la partie Containerd. Il faut aller dans la configuration de Containerd. Alors la configuration de Containerd, quand vous avez installé Kubernetes par vous-même, c'est facile, vous l'avez déployé vous-même, vous allez dans la conf. Il y a des fois, il y a des distributions cubes un peu plus packagées qui ne vous permettent pas de faire ça, surtout s'il y a du support derrière. Si la distribution cube ne l'a pas pris en compte, on ne pourra pas le modifier aussi simplement. Mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Au pire, pour aller voir votre éditeur et dire hey, ça serait bien de rajouter cette fonctionnalité-là. On peut le faire de manière globale. Là, on voit il y a un certain nombre de répertoires qui sont créés dans la partie Containerd. On peut avoir un réglage par défaut, sous-entendu pour toutes les registries, ou on peut le faire registry par registry. Ça, c'est intéressant parce que typiquement, quand on utilise Arbor, Arbor a des mécanismes de cache de synchronisation automatique. Et en fait, quand on veut adresser plusieurs registries, on va être obligé de faire plusieurs projets. Et donc, il faudra gérer pour toutes les registries majeures les règles au cas par cas. En fonction des registries en interne qu'on a, ça peut être différent. Il y a certaines registries qui marchent très bien avec une règle par défaut, la registrie se débrouillera. Mais le gros intérêt, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on vient définir, on le voit dans chacune des configurations, que ce soit pour une cible donnée, là par exemple Quay.io, ou une configuration globale, la registrie, l'hôte qui va vouloir être utilisé. Et une fois qu'on a fait ça, on redémarre Containerd et automatiquement, de manière transparente, sans avoir installé quoi que ce soit dans la partie de votre cluster en lui-même, les moteurs de containers vont aller chercher les pods au bon endroit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut configurer un failback qui peut d'abord tenter sur la registrie alternative que vous lui avez proposée et ensuite d'aller sur la registrie par défaut. Ça, c'est plus intéressant pour les gens qui ont accès à Internet, mais comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être intéressant d'avoir une registrie locale. Si c'est caché en local, en gros, la première personne qui le télécharge, ça y est pas, ça va le chercher à l'extérieur, ça reste en local. La deuxième personne qui part derrière, qui veut la même image, bah, il le trouve en local, donc c'est assez pratique. Troisième cas de figure, donc on a vu les réseaux qui étaient limités, on a vu les réseaux qui étaient complètement contraints. Il y a une autre situation qui est souvent un état de fait plus qu'un choix de l'entreprise, c'est les réseaux contraints, mais contraints au sens, ils ont une bande passante limitée, ils ont des problèmes d'accès, il y a des problèmes de latence, on peut perdre des paquets sur le trafic. Et là, c'est typiquement les cas d'usage, les sites edge, les sites distants, tout ce qui va être environnement distribué, les usines, les magasins, les systèmes de transport, les navires, etc. Il y a plein de cas d'usage où c'est des choses qui vont être relativement pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? La première chose qu'on peut faire, c'est de réutiliser le même mécanisme que pour les gens qui n'ont pas d'accès à Internet du tout, parce que ça marche très très bien. Donc il faut avoir une registrie locale, donc il faut avoir une petite registrie qui soit présente sur chacun des sites où on a besoin de consommer du container. On met en place des mécanismes de réplication automatique, et globalement ça se passe plutôt pas mal. Il y a quand même des petits soucis. Le but, c'est d'avoir toujours les images qui sont disponibles sur place, donc ça c'est une première chose. Le problème, c'est que quand un développeur, par exemple, va créer une nouvelle application, il va la pousser sur le site central, et même si on a un mécanisme de réplication, avant de pouvoir la consommer sur le site distant, ça peut prendre un certain temps. Donc c'est vrai qu'on peut avoir un délai avant de pouvoir lancer une nouvelle application qui vient juste d'être poussée par une chaîne CI/CD, par un développeur, des choses comme ça, pouvoir la déployer dans le edge, ça prend un certain temps. On a aussi un cas de figure, et ça existe, j'ai rencontré un client il y a quelques années,
qui me parlait un peu de ces mêmes problèmes. Alors, pourtant, il avait des liaisons, il était en gigabits à minima un petit peu partout. Il avait des containers qui faisaient, je crois que les plus gros, ils étaient quasiment à 100 gigas. Des containers de 100 gigas. C'est quelqu'un qui traitait énormément de données, qui avait des applications qui étaient monstrueuses, avec beaucoup de données qui étaient embarquées dans les containers. Les cas d'usage, ils étaient relativement valides, mais les containers, eux, ils étaient un peu invalides, on va dire, parce que 100 gigas, ils ont du mal à se déplacer. Et pour les ramener, ça devient assez compliqué. Il y a un mécanisme qu'on avait découvert avec le client en cherchant à cette époque-là, qui est assez sympathique, c'est la partie image streaming. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Je ne sais pas s'il y a des gens déjà qui utilisent tout ce qui est lazy pooling et image streaming. Voilà, il y en a 2 qui ont levé la main. Donc c'est quelque chose qui est assez pratique, qui permet de venir télécharger les images. Donc en fait, c'est une modification qu'on va faire au niveau de la registrie de containers. Alors, il y a un certain nombre de projets qui permettent de faire ça. Le plus connu, c'est quelque chose qui s'appelle StartGZ. Et donc en fait, on va modifier un petit peu le runtime. On va garder Containerd par exemple. Ça marche aussi avec Cryo. On va rajouter un plugin au niveau du runtime. Et il va être capable de venir récupérer les images petit morceau par petit morceau. Il ne va pas attendre d'avoir tout récupéré avant de pouvoir commencer à dire à Kubernetes, c'est bon, tu peux y aller, l'image elle est dispo. Donc il va y avoir un découpage, il va falloir faire une préparation de l'image. Donc c'est quelque chose, il faut l'installer au niveau de chacun des autres. Donc ça, encore une fois, si votre distribution ne le gère pas nativement, ça peut poser problème. Donc ça peut être, dans le cas de figure du client auquel je pense, une raison de passer sur sa propre distribution, de construire son propre environnement Kube, de configurer au niveau de son container runtime ce genre de mécanisme, et ensuite de venir le télécharger et l'installer. Petit bémol quand même, pour pouvoir faire ça, on ne peut pas prendre une image telle qu'elle et la passer à travers la moulinette streaming. Cette image, il faut qu'elle soit modifiée. En gros, la modification, il y a une analyse de l'image qui est faite, il y a un découpage dans des layers qui sont beaucoup plus fins que les layers de construction de votre image, et surtout, il y a un index qui est fait pour dire dans chacun de mes sous-layers où se trouve chacun des fichiers, etc. Donc il y a un travail à faire, il y a des outils lignes de commande qui peuvent faire ça et qui vont préparer l'image pour être compatible avec ce mécanisme de streaming. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines registries, et là je vais remettre encore Arbor une fois en avant, il y a un plugin pour Arbor qui s'appelle Accélération Services, qui permet automatiquement dans Arbor de créer un mécanisme où dès qu'on pousse une image, automatiquement, cette image elle va être préparée pour être streamée, et ensuite elle va être dupliquée avec un tag différent. Donc pour chaque image que vous poussez, vous aurez votre image avec votre tag, et après vous aurez une image le tag StartGZ par exemple, ou Start Stream. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement simples à mettre en place par-dessus Arbor. C'est juste un service à lancer en supplémentaire. Le gros intérêt, c'est ça. C'est que j'avais fait un test. Alors là, c'était un test, c'est une petite image. C'était un site web, ça faisait quelques dizaines de mégaoctets. On avait forcé un lien réduit de manière importante, d'avoir très peu de bande passante. Et on voyait que le Nginx amélioré de cette image-là, elle mettait 3 minutes 60 à se télécharger. La même image préparée et streamée, le pod démarre au bout de moins de 3 secondes. On voit 3 minutes 60, 3 secondes. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est qu'il démarre le pod, il a la base, et au fur et à mesure, en fonction des fichiers qu'il va vouloir lire, qu'il va avoir consommé dans l'image, il lui demande. Il les télécharge, et en fonction de la demande du fichier, c'est-à-dire qu'il n'essaye pas de tout télécharger de A jusqu'à Z. Le premier truc dont il va avoir besoin, c'est le binaire, typiquement Nginx. Hop, il récupère Nginx, il exécute. Et ainsi de suite. Et l'intérêt, c'est que très souvent, dans une image, il y a aussi beaucoup de fichiers qui ne sont même pas utilisés du tout. Ceux-là, ils ne seront pas téléchargés. Ils resteront sur la registrie, ils ne bougeront même pas sur la partie réseau. Hop là. Donc, je suis allé un petit peu vite. C'est vrai qu'il fait chaud dans cette salle. Donc, tout ça pour dire que peu d'accès Internet ou pas d'accès Internet, ce n'est pas une fatalité. On l'a vu assez rapidement aujourd'hui qu'en fonction des différentes situations dans lesquelles on peut se trouver, on va retrouver un certain nombre de mécanismes qui permettent de mettre en place des solutions pour régler ça. Donc on l'a vu, ouvrir les bons flux, les identifier, configurer automatiquement ou manuellement ou automatiquement les proxys avec des outils comme Kyberno. Kyberno, c'est un peu un couteau suisse, on l'a entendu plusieurs fois sur des sessions aujourd'hui. On fait de la sécu, on fait de l'adaptation de plateforme, etc. C'est relativement pratique. Si on est complètement isolé, un peu plus de travail à faire, mettre en place une registrie locale, identifier les images, les récupérer, faire de la réplication pour ensuite venir modifier son cluster. Il y a beaucoup de produits du marché. Typiquement, aujourd'hui, chez Nutanix, on a une distribution qui s'appelle NKP, c'est la Nutanix Kubernetes Platform. On a un support natif de la partie air gap. On récupère le bundle, on le met en local, il est utilisé.
Je prends l'exemple d'OpenShift. OpenShift, c'est pareil, ils ont un mécanisme qui permet de préparer automatiquement des bundles air gap, de les pousser dans une registry et de modifier automatiquement CRI-O pour les consommer. Donc c'est vrai que toutes les distributions relativement avancées, elles ont ces mécanismes qui sont automatiquement en place, intégrés et documentés. Donc c'est relativement pratique. Sinon, encore une fois, des outils comme Kyverno peuvent aussi aider ou modifier Containerd pour gérer ça. Dernière étape, les réseaux contraints. Pareil, on l'a vu. Très souvent, les mécanismes qui sont propres aux réseaux isolés sont aussi très pratiques dans ces réseaux-là. Sinon, le streaming, c'est pas mal, ça marche pas mal pour les environnements qui ont vraiment des problématiques de latence ou de bande passante et on veut être capable de démarrer très rapidement des nouveaux containers. C'est des choses qui vont être assez pratiques. Vous allez récupérer les slides après coup. J'ai juste remis quelques liens des différents outils que je vous avais présentés. N'hésitez pas, testez-les. Il y en a d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi un des grands intérêts de cet écosystème cloud native aujourd'hui. Il n'y a pas un outil pour faire une chose. Il y a toujours 3 ou 4 solutions, certaines qui conviendra mieux que d'autres. Donc n'hésitez pas non plus à explorer. Mais ça, c'est vrai que c'est des outils qui sont plutôt sérieux, éprouvés, qui fonctionnent parfaitement bien. Je vous remercie pour votre attention. Et puis on va... un peu plus de 10 minutes pour les questions, donc on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Bonjour, merci pour la présentation. Ça fait pas mal écho à un travail que j'ai fait il y a à peu près un mois. Je me suis posé les mêmes questions, notamment donc, le premier cas, le cas d'un réseau qui est limité. Et c'est vrai qu'on finit sur des conclusions qui sont assez différentes sur les mises en œuvre. Donc, vous parlez directement sur la configuration de l'ensemble d'un proxy de tous les éléments nécessaires. Et on en a abouti à une conclusion complètement différente par rapport à ce que j'ai proposé à notre équipe sécurité. Et plutôt que de donner notre conclusion, je vais plutôt poser 2 questions, essayer de me restreindre à 2 qui sont liées, sur comment vous allez gérer notamment l'observabilité. En mettant en place un proxy L7, vous allez modifier l'IP de destination. Et comment vous allez gérer... je ne l'ai plus en tête du coup. Je ne pourrais pas vous aider là. Ok. Non, ouais, c'est vrai que c'était pour trouver la deuxième question. Non, ouais. Déjà, première question, voilà, sur l'observabilité. En mettant en place un proxy L7, toutes celles que vous allez mettre en place sur Kubernetes, vous allez du coup changer les IP destination. Et comment vous arrivez à garder cette observabilité malgré tout ça? Alors, on va essayer de creuser un petit peu la question. Je ne suis pas certain d'avoir compris le problème que vous rencontrez. Aujourd'hui, quand on met un proxy, le proxy, très souvent, il est en place chez les clients, clairement. Il va y avoir 2 types de proxys. Il y a des proxys au niveau 4, des proxys au niveau 7. La problématique est très souvent la même parce qu'on va venir casser le flux. Tous les trafics qu'on a dès qu'on fait un Docker pool, le protocole par défaut, c'est du HTTPS. Donc on est sur un protocole qui est chiffré logiquement de bout en bout entre le runtime de container et la destination que la registry. Donc à partir du moment où déjà l'équipe de sécurité arrive, vous demande un proxy, ils vont la plupart du temps vous donner aussi un certificat qui va vous permettre de vous réassurer que le proxy qui est en face, c'est le proxy de l'entreprise. Ça, c'est une première chose. Une fois que c'est ça, et c'est très souvent la raison pour laquelle, et c'est pour ça qu'il faut qu'on creuse la question juste après, c'est très souvent l'excuse ou la bonne raison des équipes de sécurité de mettre en place ce genre de mécanisme, c'est que c'est l'observabilité du flux, de savoir clairement qu'est-ce que les gens vont aller chercher où. Et donc c'est vrai que les équipes de sécurité, grâce à ce proxy-là, ont cette observabilité. Ils sont capables de dire, voilà, tel cluster, tel container, etc. a été récupéré. Donc je ne suis pas certain de comprendre le problème que tu voulais évoquer. Ouais, c'était du coup, par exemple, si on met en place un Cilium qui va essayer de regarder les policies niveau 3-4, c'est vrai que sur la destination, on risque de la perdre si jamais on veut ressortir du cluster et restreindre par IP. Donc toi, tu voulais restreindre au niveau d'une network policy, par exemple, l'accès sur la registry, c'est ça? Sur, pas forcément la registry, mais une dépendance. Par exemple, le pod ne va pas forcément faire... Enfin, c'est toute la problématique, c'est qu'il y a plusieurs composants. Il y a le container runtime qui va récupérer le pod. Toi, tu parles des applications dans ces cas-là. Il y a aussi l'application, voilà, qui peut venir accéder à différentes autres applications. Donc on peut gérer un certain nombre de flux avec le node proxy. Ça demande aussi d'être en capacité de placer toutes les applications qui doivent éviter le proxy à ce niveau-là.
Et si on n'est pas forcément en capacité de le faire et qu'on veut pouvoir faire de la restriction par IP, on va perdre cette visibilité au niveau 3. Alors, on va la perdre sur ton outil type, je sais pas, tu parlais de Cilium, si on met un Hubble en place, c'est vrai que Hubble va avoir quoi? Il va avoir le trafic entre l'application et le proxy, et puis entre l'application et son endpoint. Pour autant, l'équipe de sécurité a quand même mis ça en place, elle aura son trafic complet entre le pod source et la destination dans son outil de sécurité. Donc je dirais qu'après, il faut se parler, arriver à mettre les flux en commun au niveau de la plateforme d'observabilité. C'est ça. Et du coup, c'est ce qui me rappelle la deuxième question, c'est l'équipe sécurité. Alors, typiquement, je prends le cas qu'on a. Il lui arrive de mettre en place dans le proxy des restrictions, donc par IP source, ce qui veut aussi dire qu'il faut connaître l'intégralité de tous les nœuds Kubernetes, de leur IP, s'ils veulent pouvoir appliquer ces restrictions. Et le cluster qui vit dans le temps donc, va avoir de nouveaux nœuds ou peut en avoir dès qu'ils disparaissent. Donc il y a aussi comment gérer ces évolutions. Ouais, et donc là, il y a deux solutions qui peuvent être mises en place. Alors ça dépend un petit peu aussi de comment on va déployer le cluster cube. Je pars du principe qu'on est sur des clusters cubes qui sont extrêmement dynamiques, les nœuds sont générés à la volée, potentiellement on l'a fait correctement, on est sur de l'adressage IP dynamique, parce qu'on ne va pas commencer à faire ça. Donc on peut, alors il y a des choses simples où on va délimiter un pool, on sait que voilà, on aura entre 10 et 50 nœuds, on a une plage de 50 adresses, celle-là elle est autorisée, ça peut être un mécanisme. Dans Cluster API par exemple, qui est un produit sur lequel je bosse pas mal, on a un mécanisme d'IPAM management où on peut avoir un nombre fini d'IP qui, même si les nœuds sont régénérés de manière dynamique, sont donnés au niveau du nœud, au niveau du déploiement. Donc ça peut être une chose. La dernière solution, c'est d'utiliser des egress gateway. Egress gateway, l'idée c'est que tous les flux qui vont sortir cette fois-ci des pods, plutôt de sortir avec l'IP du nœud sur lequel ils sont en train d'être exécutés, vont pouvoir être globalisés sur une ou plusieurs adresses IP qui seront tout le temps les mêmes, quel que soit l'IP du pod. Et ça, c'est des mécanismes qui sont propres au CNI en général. On va retrouver ça aussi sur certains services mesh, où on pourra venir configurer un petit peu les flux et leur spécifier une identité de sortie. Ça va être intéressant, là tu parlais du proxy, moi je l'ai beaucoup vu quand on a des applications qui doivent consommer des databases externes, ou au niveau du firewall, la database elle est sur un autre réseau, et on veut venir dire, bah, tiens, il n'y a que tel et tel IP qui a le droit d'accéder à la database, donc on est capable dans certains CNI de dire que tous les pods qui sont dans ce namespace-là, quand ils sortent, alors ça peut être très fin, quand ils sortent du cluster juste pour aller à la database, ils ont une IP, source qui est particulière. Et ça, faut choisir le bon CNI. Là, il y avait du challenge sur la question. Donc, Il n'y a pas d'autres questions? on a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas. Bon, bah, écoutez, un grand merci à vous. Et puis, si je peux vous conseiller une dernière session qui va commencer dans quelques minutes, mon collègue là, qui est parti en courant pour se préparer, il y a une session qu'on a préparée sur la comparaison, quel est le meilleur type de plateforme entre le bare metal et la virtualisation pour faire tourner Cube. C'est assez intéressant, donc je vous invite à la rejoindre. Merci à vous. Bonne journée.